La métamorphose. Chapitre 1. En se réveillant un matin, après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace. Et, en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là, tranquille, entre les 4 murs qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table, où était déballée une collection d'échantillons de tissus, Samsa était représentant de commerce, on voyait accrocher l'image qu'il avait récemment découpée dans un magazine et mis dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame munie d'une toque et d'un boa, tous les deux en fourrure et qui, assise bien droite, tenait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure où tout son avant-bras avait disparu. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre, et le temps maussade, on entendait les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc, le rendit tout mélancolique. « Et si je me rendormais un peu et oubliais toutes ces sottises ?» se dit-il. Mais c'était absolument irréalisable, car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit, et dans l'état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position. Quelque énergie qu'il se mit à se jeter sur le côté droit, il tanguait et retombait à chaque fois sur le dos. Il dut bien essayer 100 fois, fermant les yeux pour ne pas s'imposer le spectacle de ses pattes en train de gigoter, et ne renonça que lorsqu'il commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée. « Ah, mon Dieu, songea-t-il, quel métier fatigant j'ai choisi, jour après jour en tournée. Les affaires vous énervent bien plus qu'au siège même de la firme, et par-dessus le marché, je dois subir le tracas des déplacements, le souci des correspondances ferroviaires, les repas irréguliers et mauvais, et les contacts humains qui changent sans cesse, ne durent jamais, ne deviennent jamais cordiaux. Que le diable emporte tout cela. » Il sentit une légère démangeaison au sommet de son abdomen, se traîna lentement sur le dos en se rapprochant du montant du lit afin de pouvoir mieux redresser la tête. Trouva l'endroit qui le démangeait et qui était tout couvert de petits points blancs dont il ne sut que penser. Et il voulut palper l'endroit avec une patte, mais il la retira aussitôt, car à ce contact, il fut tout parcouru de frissons glacés. Il glissa et reprit sa position antérieure. À force de se lever tôt, pensa-t-il, on devient complètement stupide. L'être humain a besoin de son sommeil. D'autres représentants vivent comme des femmes de harem. Quand, par exemple, moi je rentre à l'hôtel dans le courant de la matinée pour transcrire les commandes que j'ai obtenues, ces messieurs n'en sont encore qu'à prendre leur petit déjeuner. Je devrais essayer cela avec mon patron. Je serais viré immédiatement. Qui sait du reste si ce ne serait pas une très bonne chose pour moi. Si je ne me retenais pas à cause de mes parents, il y a longtemps que j'aurais donné ma démission. Je me serais présenté devant le patron et je lui aurais dit ma façon de penser, du fond du cœur, de quoi le faire tomber de son comptoir. Il faut dire que ce ne sont pas des manières de s'asseoir sur le comptoir et de parler de là-haut à l'employé qui, de plus, est obligé d'approcher tout près parce que le patron est sourd. Enfin, je n'ai pas encore abandonné tout espoir. Une fois que j'aurai réuni l'argent nécessaire pour rembourser la dette de mes parents envers lui, j'estime que cela prendra encore de 5 à 6 ans, je ferai absolument la chose. Alors, je trancherai dans le vif. Mais enfin, pour le moment, il faut que je me lève, car mon train part à 5 heures. Et il regarda vers la pendule réveil, dont on entendait le tic-tac sur la commode. Dieu du ciel, pensa-t-il. Il était 6h30, et les aiguilles avançaient tranquillement. Il était même la demi passée, on allait déjà sur moins 5 heures. Est-ce que le réveil n'aurait pas sonné ? On voyait depuis le lit qu'il était bien réglé sur 4 heures. Et sûrement qu'il avait sonné. Oui, mais était-ce possible de ne pas entendre cette sonnerie à faire trembler les meubles et de continuer tranquillement à dormir ? Eh bien, on ne pouvait pas dire qu'il eût dormi tranquillement.
Mais sans doute son sommeil avait-il été d'autant plus profond. Seulement, à présent, que fallait-il faire? Le train suivant était à 7 heures. Pour l'attraper, il aurait fallu se presser de façon insensée. Et la collection n'était pas remballée, et lui-même était loin de se sentir particulièrement frais et dispos. Et même s'il attrapait le train, cela ne lui éviterait pas de se faire passer un savon par le patron, car le commis l'aurait attendu au départ du train de 5 heures et aurait depuis longtemps prévenu de son absence. C'était une créature du patron, sans aucune dignité ni intelligence. Et si il se faisait porter malade? Mais ce serait extrêmement gênant et suspect, car depuis 5 ans qu'il était dans cette place, pas une fois Grégor n'avait été malade. Sûrement que le patron viendrait accompagné du médecin de la caisse maladie, qu'il ferait des reproches à ses parents à cause de leur paresseux de fils et qu'il couperait court à toute objection en se référant au médecin de la caisse, pour qui par principe il existe uniquement des gens en fort bonne santé, mais fainéants. Et du reste, en l'occurrence, aurait-il entièrement tort? Effectivement, à part cette somnolence vraiment superflue chez quelqu'un qui avait dormi longtemps, Grégor se sentait fort bien et avait même particulièrement faim. Tandis qu'il réfléchissait précipitamment à tout cela sans pouvoir se résoudre à quitter son lit, la pendulette sonnait juste 6h03. On frappa précautionneusement à la porte qui se trouvait au chevet de son lit. « Grégor !» C'était sa mère qui l'appelait. « Il est 7h moins un quart. Est-ce que tu ne voulais pas prendre le train ?» La douce voix. Grégor prit peur en s'entendant répondre. C'était sans aucun doute sa voix d'avant, mais il venait s'y mêler, comme par en dessous, un couinement douloureux et irrépressible qui ne laissait aux mots leur netteté qu'au premier instant, littéralement, pour ensuite en détruire la résonance au point qu'on ne savait pas si l'on avait bien entendu. Grégor avait d'abord l'intention de répondre en détail et de tout expliquer. Mais dans ces conditions, il se contenta de dire « Oui, oui, merci maman. Je me lève. » Sans doute la porte en bois empêchait-elle qu'on notât de l'extérieur le changement de sa voix, car sa mère fut rassurée par cette déclaration et s'éloigna d'un pas traînant. Mais ce petit échange de propos avait signalé aux autres membres de la famille que Grégor, contre toute attente, était encore dans la maison, et voilà que déjà, à l'une des portes latérales, son père frappait doucement mais du poing, en criant « Grégor, Grégor, qu'est-ce qui se passe ?» Et au bout d'un petit moment, il répétait d'une voix plus grave et sur un ton de reproche « Grégor, Grégor !» Et derrière l'autre porte latérale, la sœur de Grégor murmurait d'un ton plaintif « Grégor, tu ne te sens pas bien? Tu as besoin de quelque chose ?» À l'un comme à l'autre, Grégor répondit « Je vais avoir fini », en s'imposant la diction la plus soignée et en ménageant de longues pauses entre chaque mot, afin que sa voix n'eût rien de bizarre. D'ailleurs, son père retourna à son petit déjeuner. Mais sa sœur chuchota « Grégor, ouvre, je t'en conjure !» Mais Grégor n'y songeait pas. Il se félicita au contraire de la précaution qu'il avait apprise dans ses tournées, et qui lui faisait tourner toutes les portes à clé pour la nuit, même quand il était chez lui. Il entendait d'abord se lever tranquillement et en paix, s'habiller et surtout déjeuner. Ensuite seulement, il réfléchirait au reste, car il se rendait bien compte qu'au lit, sa méditation ne déboucherait sur rien de sensé. Il se rappela que souvent, déjà, il avait ressenti au lit l'une de ces petites douleurs, causée peut-être par une mauvaise position, qui ensuite, quand on est debout, se révélait être purement imaginaire. Et il était curieux de voir comment les idées qu'il s'était faites ce matin allaient s'évanouir peu à peu. Quant au changement de sa voix, il annonçait tout simplement un bon rhume, cette maladie professionnelle des représentants de commerce, aucun doute là-dessus. Rejeter la couverture, rien de plus simple. Il n'avait qu'à se gonfler un peu, elle tomba toute seule. Mais la suite des opérations était plus délicate, surtout parce qu'il était excessivement large. Il aurait eu besoin de bras et de mains pour se redresser. Or, au lieu de cela, il n'avait que ses nombreuses petites pattes sans cesse animées des mouvements les plus divers et de surcroît impossibles à maîtriser. Voulait-il en plier une? Elle n'avait rien de plus pressé que de s'étendre. Et s'il parvenait enfin à exécuter avec cette patte ce qu'il voulait, les autres, pendant ce temps, avaient quartier libre et travaillaient toutes dans une extrême et douloureuse excitation. Surtout ne pas rester inutilement au lit, se dit Grégor. Il voulut d'abord sortir du lit en commençant par le bas de son corps. Mais ce bas, que du reste il n'avait pas encore vu, et dont il ne pouvait guère se faire non plus d'idées précises, se révéla trop lourd à remuer. Cela allait trop lentement.
Et quand, pour finir, prenant le mort aux dents, il poussa de toutes ses forces et sans précaution aucune, voilà qu'il avait mal visé. Il heurta violemment le montant inférieur du lit, et la douleur cuisante qu'il éprouva lui apprit à ses dépens que, pour l'instant, le bas de son corps était peut-être précisément la partie la plus sensible. Il essaya donc de commencer par extraire du lit le haut de son corps, et il tourna prudemment la tête vers le bord. Cela marcha d'ailleurs sans difficulté, et finalement la masse de son corps, en dépit de sa largeur et de son poids, suivit lentement la rotation de la tête. Mais lorsque enfin Grégor tint la tête hors du lit, en l'air, il eut peur de poursuivre de la sorte sa progression, car si pour finir il se laissait tomber ainsi, il faudrait un vrai miracle pour ne pas se blesser la tête, et c'était le moment ou jamais de garder à tout prix la tête claire. Il aimait mieux rester au lit. Mais lorsque, au prix de la même somme d'efforts, il se retrouva avec un gémissement de soulagement dans sa position première, et qu'il vit à nouveau ses petites pattes se battre entre elles, peut-être encore plus âprement, et qu'il ne trouva aucun moyen pour ramener l'ordre et le calme dans cette anarchie, il se dit inversement qu'il ne pouvait pour rien au monde rester au lit et que le plus raisonnable était de consentir à tous les sacrifices, s'il existait le moindre espoir d'échapper ainsi à ce lit. Mais dans le même temps, il n'omettait pas de se rappeler qu'une réflexion mûre et posée vaut toutes les décisions désespérées. À de tels instants, il fixait les yeux aussi précisément que possible sur la fenêtre. Mais, hélas, la vue de la brume matinale, qui cachait même l'autre côté de l'étroite rue, n'était guère faite pour inspirer l'allégresse et la confiance en soi. Déjà 7 heures, se dit-il, en entendant sonner de nouveau la pendulette. Déjà 7 heures et toujours un tel brouillard. Et pendant un moment, il resta calmement étendu en respirant à peine, espérant peut-être que ce silence total restaurerait l'évidente réalité des choses. Mais ensuite il se dit « Il faut absolument que je sois tout à fait sorti du lit avant que 7h15 ne sonne. D'ailleurs, d'ici là, il viendra quelqu'un de la firme pour s'enquérir de moi, car ils ouvrent avant 7 heures. » Et il entreprit dès lors de basculer son corps hors du lit de tout son long et d'un seul coup. S'il se laissait tomber de la sorte, on pouvait présumer que la tête, qu'il allait dresser énergiquement, demeurerait intacte. Le dos semblait dur, et il n'aurait sans doute rien en tombant sur le tapis. Ce qui ennuyait le plus Grégor, c'était la crainte du bruit retentissant que cela produirait immanquablement, et qui sans doute susciterait de l'autre côté de toutes les portes, sinon l'effroi, du moins des inquiétudes. Mais il fallait prendre le risque. Quand Grégor dépassa déjà à moitié du lit, la nouvelle méthode était plus un jeu qu'un effort pénible. Il lui suffisait de se balancer sans arrêt en se donnant de l'élan. Il songea soudain combien tout eût été simple si l'on était venu l'aider. 2 personnes robustes, il pensa à son père et à la bonne, y auraient parfaitement suffi. Elles n'auraient eu qu'à glisser leurs bras sous son dos bombé, à le détacher de la gangue du lit, à se baisser avec leur fardeau, et ensuite uniquement à le laisser avec précaution opérer son rétablissement sur le sol, où dès lors on pouvait espérer que les petites pattes auraient enfin un sens. Mais sans compter que les portes étaient fermées à clé. Aurait-il vraiment fallu appeler à l'aide ? À cette idée, en dépit de tout son désarroi, il ne put réprimer un sourire. Il en était déjà au point où, en accentuant son balancement, il était près de perdre l'équilibre. Et il lui fallait très vite prendre une décision définitive, car il ne restait que 5 minutes avant 7h15. C'est alors qu'on sonna à la porte de l'appartement. C'est quelqu'un de la firme, se dit-il, presque pétrifié, tandis que ses petites pattes n'en dansaient que plus frénétiquement. L'espace d'un instant, tout resta silencieux. Il n'ouvre pas, se dit Grégor, obnubilé par quelque espoir insensé. Mais alors, naturellement, comme toujours, la bonne alla d'un pas ferme jusqu'à la porte et ouvrit. Grégor n'eut qu'à entendre la première parole de salutation prononcée par le visiteur pour savoir aussitôt que c'était le fondé de pouvoir en personne. Pourquoi diable Grégor était-il condamné à travailler dans une entreprise où, à la moindre incartade, on vous soupçonne du pire? Les employés n'étaient-ils donc tous qu'une bande de salopards? N'y avait-il parmi eux pas un seul serviteur fidèle et dévoué, à qui la seule idée d'avoir manqué ne fût-ce que quelques heures de la matinée inspirait de tels remords qu'il en perdait la tête et n'était carrément plus en état de sortir de son lit? Est-ce que vraiment il ne suffisait pas d'envoyer aux nouvelles un petit apprenti?
si tant est que cette chicanerie fût indispensable. Fallait-il que le fondé de pouvoir vînt en personne, et que du même coup l'on manifestât à toute l'innocente famille que l'instruction de cette ténébreuse affaire ne pouvait être confiée qu'à l'intelligence du fondé de pouvoir? Et c'est plus l'excitation résultant de ces réflexions que le fruit d'une véritable décision qui fit que Grégor se jeta de toutes ses forces hors du lit. Il en résulta un choc sonore, mais pas vraiment un bruit retentissant. La chute fut un peu amortie sur le tapis, et puis le dos de Grégor était plus élastique qu'il ne l'avait pensé, d'où ce son assourdi qui n'attirait pas tellement l'attention. Simplement, il n'avait pas tenu sa tête avec assez de précaution. Elle avait porté. Il la tourna, et sous le coup de la contrariété et de la douleur, il la frotta sur le tapis. « Il y a quelque chose qui vient de tomber là-dedans », dit le fondé de pouvoir dans la chambre de gauche. Grégor essaya de s'imaginer si pareille mésaventure ne pouvait arriver un jour au fondé de pouvoir. De fait, il fallait convenir que ce n'était pas là une éventualité à exclure. Mais voilà que, comme pour répondre brutalement à cette interrogation, le fondé de pouvoir faisait dans la chambre attenante quelques pas résolus, en faisant craquer ses bottines vernies. De la chambre de droite, la sœur de Grégor le mettait au courant en chuchotant. « Grégor, le fondé de pouvoir est là. »« Je sais, » dit Grégor à la cantonade, mais sans oser forcer suffisamment sa voix pour que sa sœur pût l'entendre. « Grégor, dit alors son père dans la chambre de gauche, monsieur le fondé de pouvoir est là et demande pourquoi tu n'as pas pris le premier train. Nous ne savons que lui dire. Du reste, il souhaite te parler personnellement. Donc ouvre la porte, je te prie. Il aura certainement la bonté d'excuser le désordre de ta chambre. »« Bonjour, monsieur Samsa, » lança alors aimablement le fondé de pouvoir. « Il ne se sent pas bien, lui dit alors la mère de Grégor sans attendre que son père eût fini de parler derrière la porte. Il ne se sent pas bien, croyez-moi, monsieur le fondé de pouvoir. Sinon, comment Grégor raterait-il un train? Ce garçon n'a que ce métier en tête. C'est au point que je suis presque fâchée qu'il ne sorte jamais le soir. Tenez, cela fait 8 jours qu'il n'a pas eu de tournée. Il était tous les soirs à la maison. Il reste alors assis à la table familiale et il lit le journal en silence, ou bien étudie les horaires des trains. C'est déjà pour lui une distraction que de manier la scie à découper. Ainsi, en 2-3 soirées, il a par exemple confectionné un petit cadre. Vous serez étonné de voir comme il est joli. Il est accroché là, dans sa chambre. Vous le verrez dès que Grégor aura ouvert. Je suis d'ailleurs bien contente que vous soyez là, monsieur le fondé de pouvoir. À nous seuls, nous n'aurions pas pu persuader Grégor d'ouvrir sa porte. Il est si entêté. Et il ne se sent sûrement pas bien, quoi qu'il ait affirmé le contraire ce matin. J'arrive tout de suite, dit lentement et posément Grégor, sans bouger pour autant, afin de ne pas perdre un mot de la conversation. Je ne vois pas non plus d'autre explication, chère madame, disait le fondé de pouvoir. Espérons que ce n'est rien de grave. Encore que nous autres, gens d'affaires, je dois le dire, soyons bien souvent contraints, hélas ou heureusement, comme on veut, de faire tout bonnement passer nos obligations professionnelles avant une légère indisposition. Alors, est-ce que monsieur le fondé de pouvoir peut venir te voir maintenant ? Demanda impatiemment le père en frappant de nouveau à la porte. Non, dit Grégor. Il s'ensuivit un silence embarrassé dans la chambre de gauche, et dans la chambre de droite, la sœur se mit à sangloter. Pourquoi sa sœur ne rejoignait-elle donc pas les autres ? Sans doute venait-elle tout juste de se lever, et n'avait-elle pas même commencé à s'habiller. Et pourquoi donc pleurait-elle ? Parce qu'il ne se levait pas, et ne laissait pas entrer le fondé de pouvoir. Parce qu'il risquait de perdre son emploi, et qu'alors le patron recommencerait à tourmenter leurs parents avec ses vieilles créances. Mais c'était là pour le moment des soucis bien peu fondés. Grégor était toujours là, et ne songeait pas le moins du monde à quitter sa famille. Pour l'instant, il était étendu là sur le tapis et personne, connaissant son état, n'aurait sérieusement exigé de lui qu'il reçût le fondé de pouvoir. Or, ce n'était pas cette petite impolitesse à laquelle il serait d'ailleurs facile de trouver ultérieurement une excuse convenable qui allait motiver un renvoi immédiat de Grégor. Et il trouvait qu'il eût été bien plus raisonnable qu'on le laissât tranquille pour le moment, au lieu de l'importuner en pleurant et en lui faisant la leçon. Mais voilà, c'était l'inquiétude qui tenaillait les autres et excusait leur attitude. Monsieur Samsa, lançait à présent le fondé de pouvoir en haussant la voix. Que se passe-t-il donc ? Vous vous barricadez dans votre chambre ? Vous ne répondez que par oui et par non ?
Vous causez de graves et inutiles soucis à vos parents et, soit dit en passant, vous manquez à vos obligations professionnelles d'une façon proprement inouïe. Je parle ici au nom de vos parents et de votre patron. Et je vous prie solennellement de bien vouloir fournir une explication immédiate et claire. Je m'étonne. Je vous voyais comme quelqu'un de posé, de sensé, et il me semble soudain que vous vouliez vous mettre à faire étalage de surprenants caprices. Le patron, ce matin, me suggérait bien une possible explication de vos négligences. Elle touchait les encaissements qui vous ont été récemment confiés. Mais en vérité, je lui ai presque donné ma parole que cette explication ne pouvait être la bonne. Mais à présent, je vois votre incompréhensible obstination. Et cela m'ôte toute espèce d'envie d'intervenir le moins du monde en votre faveur. Et votre situation n'est pas des plus assurées, loin de là. Au départ, j'avais l'intention de vous dire cela de vous à moi. Mais puisque vous me faites perdre mon temps pour rien, je ne vois pas pourquoi vos parents ne devraient pas être mis au courant aussi. Eh bien, vos résultats ces derniers temps ont été fort peu satisfaisants. Ce n'est certes pas la saison pour faire des affaires extraordinaires, et nous en convenons, mais une saison pour ne pas faire d'affaires du tout, cela n'existe pas, monsieur Samsa. Cela ne doit pas exister. Mais, monsieur le fondé de pouvoir, s'écria Grégor outré au point d'oublier toute considération. J'ouvre tout de suite, à l'instant même. C'est un léger malaise, un vertige, qui m'a empêché de me lever. Je suis encore couché, mais à présent je me sens de nouveau tout à fait dispos. Je suis en train de sortir de mon lit. Juste un petit instant de patience. Cela ne va pas encore aussi bien que je le pensais, mais je me sens déjà mieux. Comme ces choses-là vous prennent. Hier soir encore j'allais très bien, mes parents le savent, ou plutôt, dès hier soir j'avais un petit pressentiment. Cela aurait dû se voir. Que n'ai-je prévenu la firme? Mais voilà, on pense toujours surmonter la maladie sans rester chez soi. Monsieur le fondé de pouvoir, épargnez mes parents. Les reproches que vous me faites là ne sont pas fondés. D'ailleurs, on ne m'en a pas soufflé mot. Peut-être n'avez-vous pas regardé les dernières commandes que j'ai transmises. Au demeurant, je partirai par le train de 8 heures au plus tard. Ces quelques heures de repos m'ont redonné des forces. Ne perdez surtout pas votre temps, monsieur le fondé de pouvoir. Je vais de ce pas me présenter à nos bureaux. Ayez la bonté de l'annoncer et présentez mes respects à notre patron. Tout en débitant tout cela sans trop savoir ce qu'il disait, Grégor, avec une facilité résultant sans doute de son entraînement sur le lit, s'était approché de la commode, et il essayait maintenant de se redresser en prenant appui sur elle. Il voulait effectivement ouvrir la porte, voulait effectivement se montrer et parler au fondé de pouvoir. Il était désireux de savoir ce que les autres, qui le réclamaient avec tant d'insistance, diraient en le voyant. S'ils étaient effrayés, alors Grégor ne serait plus responsable et pourrait être tranquille. Et si tous les autres prenaient tout cela avec calme, alors Grégor n'aurait plus non plus de raison de s'inquiéter. Et, en faisant vite, il pourrait effectivement être à 8 heures à la gare. Il commença par glisser plusieurs fois, retombant au pied du meuble trop lisse, puis finalement prit un ultime élan et se retrouva debout. Il ne prêtait plus garde aux douleurs de son abdomen, si cuisantes qu'elles fussent. Puis il se laissa aller contre un dossier de chaise qui se trouvait à proximité, et s'y cramponna de ses petites pattes. Mais, du même coup, il avait retrouvé sa maîtrise de soi, et il se tut. Car maintenant, il pouvait écouter ce qu'avait à dire le fondé de pouvoir. « Avez-vous compris un traître mot » demandait celui-là aux parents. « Il n'est tout de même pas en train de se payer notre tête. »« Mon Dieu » s'écriait la mère aussitôt en pleurs. « Il est peut-être gravement malade, et nous sommes là à le tourmenter. Grete, Grete !» À ce cri, la sœur répondit depuis l'autre chambre. « Maman !» Elle se parlait ainsi d'un côté et de l'autre de la chambre de Grégor. « Tu vas tout de suite aller chercher le médecin. Grégor est malade. Vite, le médecin. Est-ce que tu as entendu Grégor parler à l'instant ?» C'était une voix d'animal.
dit le fondé de pouvoir tout doucement, alors que la mère avait crié. « Anna, Anna » lança le père en direction de la cuisine depuis l'antichambre, en frappant dans ses mains. « Allez tout de suite chercher un serrurier. » Et déjà les deux filles traversaient en courant l'antichambre dans un froufrou de jupe, comment avait fait Grete pour s'habiller si vite, et ouvraient bruyamment la porte de l'appartement. On ne l'entendit pas se refermer. Sans doute l'avait-elle laissée ouverte, comme c'est le cas dans les maisons où un malheur est arrivé. Or, Grégor était maintenant beaucoup plus calme. Certes, on ne comprenait donc plus ses paroles, bien que lui les ait trouvées passablement distinctes, plus distinctes que précédemment, peut-être parce que son oreille s'y était habituée. Mais enfin, désormais, l'on commençait à croire qu'il n'était pas tout à fait dans son état normal, et l'on était prête à l'aider. L'assurance et la confiance avec lesquelles avaient été prises les premières dispositions lui faisaient du bien. Il se sentait de nouveau inclus dans le cercle de ses semblables et attendait, aussi bien du médecin que du serrurier, sans trop faire la distinction entre eux, des interventions spectaculaires et surprenantes. Pour avoir une voix aussi claire que possible à l'approche de discussions décisives, il se racla un peu la gorge en tout sautant, mais en s'efforçant de le faire en sourdine, car il était possible que même ce bruit eût déjà une autre résonance que celle d'une toux humaine. Il n'osait plus en décider lui-même. À côté, entre-temps, c'était le silence complet. Peut-être que ses parents étaient assis à la table avec le fondé de pouvoir et chuchotaient. Peut-être qu'ils avaient tous l'oreille collée à la porte pour écouter. Grégor se propulsa lentement vers la porte avec la chaise. Puis lâcha celle-ci, se jeta contre la porte et se tint debout en s'accrochant à elle. Les coussinets de ses pattes avaient un peu de colle. Puis se reposa un instant de son effort. Mais ensuite, il entreprit de tourner la clé dans la serrure avec sa bouche. Il apparut, hélas, qu'il n'avait plus vraiment de dents. Et avec quoi saisir la clé ? En revanche, les mâchoires étaient fort robustes. En se servant d'elles, il parvenait effectivement à faire bouger la clé sans se soucier de ce qu'il était manifestement en train de se faire mal, car il y avait un liquide brunâtre qui lui sortait de la bouche, coulait sur la clé et tombait goutte à goutte sur le sol. « Tenez, écoutez !» dit à côté le fondé de pouvoir. Il tourne la clé. Ce fut pour Grégor un grand encouragement. Mais ils auraient tous dû crier, son père et sa mère aussi. « Vas-y, Grégor !» Ils auraient dû crier « Tiens bon, ne lâche pas la serrure !» Et à l'idée qu'ils suivaient tous avec passion ses efforts, il mordit farouchement la clé avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler. Selon où en était la rotation de la clé, c'était un balai qu'il exécutait autour de la serrure. Il ne tenait plus debout que par la bouche, tantôt se suspendant à la clé, s'il le fallait, ou bien pesant sur elle de toute la masse de son corps. Quand la serrure céda, le son plus clair de son déclic réveilla littéralement Grégor. Avec un soupir de soulagement, il se dit « Je n'ai donc pas eu besoin de serrurier ». Il appuya la tête sur le bec de canne pour finir d'ouvrir la porte. Comme il était obligé d'ouvrir la porte de cette façon, en fait, elle fut déjà assez largement ouverte avant que lui-même fût visible, il lui fallut d'abord contourner lentement le panneau, et très prudemment, s'il ne voulait pas tomber maladroitement sur le dos juste au moment de faire son entrée. Il était encore occupé à exécuter ce mouvement délicat et n'avait pas le temps de se soucier d'autre chose, quand il entendit le fondé de pouvoir pousser un grand « Oh !» On aurait dit le bruit du vent dans les arbres. Et Grégor le vit à son tour, plus près de la porte que les autres, porter la main à sa bouche ouverte et reculer lentement, comme repoussé par une force invisible qui aurait agi continuellement. La mère, elle était là, en dépit de la présence du fondé de pouvoir, avec les cheveux défaits comme pour la nuit, et qui se dressait sur la tête, commença par regarder le père en joignant les mains, puis fit 2 pas en direction de Grégor et s'effondra au milieu de ses jupes étalées autour d'elle, la face tournée vers la poitrine et impossible à discerner. Le père serra les poings d'un air hostile, comme s'il voulait repousser Grégor dans sa chambre, puis regarda dans la pièce autour de lui d'un air égaré, puis se cacha les yeux derrière ses mains et se mit à pleurer tellement que sa puissante poitrine tressautait.
Or, Grégor n'entra pas dans la pièce. Il s'appuya au battant fixe de la porte, de telle sorte que son corps n'était visible qu'à moitié, couronné de sa tête inclinée de côté pour observer les autres. Il faisait à présent bien plus clair. On voyait nettement de l'autre côté de la rue avec une portion de l'immeuble d'en face, immense et gris-noir. C'était un hôpital, avec ses fenêtres régulières qui perçaient brutalement sa façade. La pluie tombait encore, mais seulement à grosses gouttes visibles une à une et littéralement jetées aussi une à une contre le sol. Le couvert du petit déjeuner occupait abondamment la table, car pour le père de Grégor, le plus important repas de la journée était le petit déjeuner, qu'il prolongeait des heures durant en lisant divers journaux. Au mur d'en face était accrochée une photographie de Grégor datant de son service militaire et le représentant en uniforme de sous-lieutenant, la main posée sur la poignée de son sabre, souriant crânement et entendant qu'on respectât son allure et sa tenue. La porte donnant sur l'antichambre était ouverte et, comme la porte de l'appartement l'était aussi, on apercevait le palier et le haut de l'escalier. « Eh bien, dit Grégor, bien conscient d'être le seul à avoir gardé son calme. Je vais tout de suite m'habiller, remballer ma collection et partir. Est-ce que vous voulez bien me laisser partir ? Eh bien, vous voyez, monsieur le fondé de pouvoir, je ne suis pas buté, je ne demande qu'à travailler. Ces tournées sont fatigantes, mais je ne saurais vivre sans. Où donc allez-vous, monsieur le fondé de pouvoir ? Au bureau ? Oui. Ferez-vous un rapport en tout point conforme à la vérité ? On peut n'être pas en état de travailler momentanément, mais c'est le moment ou jamais de se rappeler de ce qui a été accompli naguère et de considérer qu'une fois l'obstacle écarté, l'on travaillera ensuite avec d'autant plus de zèle et de concentration. Tant de choses me lient à notre patron, vous le savez fort bien. D'autre part, j'ai le souci de mes parents et de ma sœur. Je me trouve coincée, mais je m'en tirerai. Seulement, ne me rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne sont. Prenez mon parti au bureau. Le représentant n'est pas aimé, je sais. On s'imagine qu'il gagne une fortune et qu'il a la belle vie. C'est qu'on n'a pas de raison particulière de réviser ce préjugé. Mais vous, monsieur le fondé de pouvoir, vous avez de la situation une meilleure vue d'ensemble que le reste du personnel, et même, soit dit entre nous, que le patron lui-même, qui en sa qualité de chef d'entreprise laisse aisément infléchir son jugement au détriment de l'employé. Vous savez aussi fort bien que le représentant, éloigné des bureaux presque toute l'année, est facilement victime de ragots, des incidents fortuits et des réclamations sans fondement, contre lesquels il lui est tout à fait impossible de se défendre, étant donné que généralement il n'en a pas vent et n'en ressent les cuisantes conséquences sans plus pouvoir en démêler les causes que lorsqu'il rentre épuisé de ses tournées. Monsieur le fondé de pouvoir, ne partez pas sans m'avoir dit un mot qui me montre au moins, pour une petite part, que vous me donnez raison. Mais dès les premiers mots de Grégor, le fondé de pouvoir s'était détourné et ne l'avait plus regardé, avec une moue de dégoût, que par-dessus son épaule convulsivement crispée. Et tout le temps que Grégor parla, il se tint pas un instant immobile, mais sans quitter Grégor des yeux, battit en retraite vers la porte, et ce très progressivement, comme si quelque loi secrète interdisait de quitter la pièce. Il était déjà dans l'antichambre, et au mouvement brusque qu'il eut pour faire son dernier pas hors de la pièce, on aurait pu croire qu'il venait de se brûler la plante du pied. Et dans l'antichambre, il tendit la main droite aussi loin que possible en direction de l'escalier, comme s'il attendait là-bas une délivrance proprement surnaturelle. Grégor se rendit compte qu'il ne fallait à aucun prix laisser partir le fondé de pouvoir dans de telles dispositions, s'il ne voulait pas que sa position dans la firme fût extrêmement compromise. Ses parents ne comprenaient pas tout cela aussi bien que lui. Tout au long des années, il s'était forgé la conviction que, dans cette firme, l'avenir de Grégor était à jamais assuré.
Et du reste, ils étaient à ce point absorbés par leurs soucis du moment qu'ils avaient perdu toute capacité de regarder vers le futur. Grégor, lui, regardait vers le futur. Il fallait retenir le fondé de pouvoir, l'apaiser, le convaincre et finalement le gagner à sa cause, car enfin l'avenir de Grégor et de sa famille en dépendait. Si seulement sa sœur avait été là. Elle, au moins, était perspicace. Elle avait pleuré tandis que Grégor était encore tranquillement couché sur le dos. Et le fondé de pouvoir, cet homme à femme, se serait sûrement laissé manœuvrer par elle. Elle aurait refermé la porte de l'appartement et, dans l'antichambre, elle l'aurait fait revenir de sa frayeur. Mais sa sœur n'était justement pas là. Il fallait que Grégor agisse lui-même. Et sans songer qu'il ignorait tout de ses capacités actuelles de déplacement, sans songer non plus qu'éventuellement, et même probablement, son discours une fois de plus n'avait pas été compris, il s'écarta du battant de la porte, se propulsa vers l'ouverture, voulut s'avancer vers le fondé de pouvoir qui déjà sur le palier se cramponnait ridiculement des deux mains à la rampe, mais aussitôt, cherchant à quoi se tenir, il retomba avec un petit cri sur toutes ses petites pattes. Dès que ce fut fait, il ressentit pour la première fois de la matinée une sensation de bien-être. Les petites pattes reposaient fermement sur le sol. Elles obéissaient parfaitement, comme il le nota avec plaisir. Elle ne demandait même qu'à le porter où il voulait, et il avait déjà l'impression que la guérison définitive de ses maux était imminente. Mais, à l'instant même où, réprimant en oscillant son envie de se déplacer, il se trouvait ainsi étendu sur le sol, non loin de sa mère et face à elle, voici que tout d'un coup, alors qu'elle paraissait complètement prostrée, elle bondit sur ses pieds, bras tendus et doigts écartés, criant « Au secours! Au nom du ciel, au secours !» penchant la tête comme pour mieux voir Grégor, mais en même temps, au contraire, reculant absurdement à toute allure, oubliant qu'elle avait derrière elle la table dressée, et, une fois contre elle, s'y asseyant à la hâte comme par distraction, et ne semblant pas remarquer qu'à côté d'elle, la grande cafetière renversée inondait le tapis d'un flot de café. « Maman, maman !» dit doucement Grégor en la regardant d'en bas. Le fondé de pouvoir lui était sorti de l'esprit pour l'instant. En revanche, à la vue du café qui coulait, il ne put empêcher ses mâchoires de happer dans le vide à plusieurs reprises, ce qui, de rechef, fit pousser les hauts cris à sa mère qui s'enfuit de la table et alla tomber dans les bras du père qui se précipitait vers elle. Mais Grégor n'avait plus le temps de s'occuper de ses parents. Le fondé de pouvoir était déjà dans l'escalier, le menton sur la rampe. Il jetait un dernier regard derrière lui. Grégor prit son élan pour être bien sûr de le rattraper. Le fondé de pouvoir dut se douter de quelque chose, car d'un bond, il descendit plusieurs marches et disparut. Mais on l'entendit encore pousser un « ouh » qui retentit dans toute la cage d'escalier. Malheureusement, cette fuite du fondé de pouvoir parut mettre le père resté jusque-là relativement maître de lui, dans un état de totale confusion, car, au lieu de courir lui-même derrière le fondé de pouvoir, ou du moins de ne pas empêcher Grégor de le faire, il empoigna de la main droite la canne que le fuyard avait abandonnée sur une chaise avec son chapeau et son pardessus. Attrapa de la main gauche un grand journal qui était posé sur la table, et entreprit, en tapant des pieds et en brandissant canne et journal, de chasser Grégor et de le faire rentrer dans sa chambre. Les prières de Grégor n'y changèrent rien. Ses prières restèrent d'ailleurs incomprises, si humblement qu'il inclina la tête. Son père n'en tapait du pied que plus fort. À l'autre bout de la pièce, sa mère avait ouvert toute grande une fenêtre en dépit du temps froid et s'y penchait dangereusement en se cachant le visage dans ses mains. Depuis la rue et l'escalier, il se créa un fort courant d'air. Les rideaux volèrent sur la table et les journaux se froissèrent et s'effeuillèrent sur le sol. Son père repoussait Grégor implacablement, en émettant des sifflements de sauvage. Seulement Grégor n'avait encore aucun entraînement pour marcher à reculons. Cela allait vraiment très lentement. Si seulement il avait eu la permission de se retourner. Il aurait tout de suite été dans sa chambre. Mais il craignait d'impatienter son père en perdant du temps à se reculer. Et d'un instant à l'autre,
la canne dans la main paternelle, le menaçait d'un coup meurtrier sur le dos ou sur la tête. Mais finalement, Grégor n'eut tout de même pas le choix, car il s'aperçut avec effroi qu'en marche arrière, il ne savait même pas garder sa direction. Il se mit donc, sans cesser de jeter par côté à son père des regards angoissés, à se retourner aussi promptement que possible, mais en réalité fort lentement. Peut-être son père remarqua-t-il sa bonne volonté, car il s'abstint de le déranger dans sa rotation, qu'il guida au contraire de temps à autre de loin avec le bout de sa canne. Si seulement son père n'avait pas produit ces insupportables sifflements. Grégor en perdait complètement la tête. Il était déjà presque entièrement retourné quand, guettant toujours ces sifflements, il se trompa et fit plus que le demi-tour. Mais lorsque, enfin, il eut bien la tête en face de la porte ouverte, il apparut que son corps était trop large pour passer comme ça. Son père, dans les dispositions où il se trouvait, était naturellement à 100 lieues de songer par exemple à ouvrir le second battant pour que Grégor eût la place de passer. Il n'avait qu'une idée, fixe, c'était que Grégor devait rentrer dans sa chambre aussi vite que possible. Jamais il ne l'aurait laissé exécuter les préparatifs compliqués qui auraient été nécessaires à Grégor pour se remettre debout et tenter de franchir ainsi la porte. Au contraire, comme s'il n'y avait pas eu d'obstacle, il pressait Grégor en faisant à présent particulièrement beaucoup de bruit. Déjà, ce que Grégor entendait retentir derrière lui n'était plus seulement la voix d'un seul père. Maintenant, il n'était plus vraiment question de plaisanter, et Grégor, advienne que pourra, passa la porte en forçant. Son corps se releva d'un côté. Il se retrouva de biais dans l'ouverture de la porte, le flanc tout écorché. Le blanc de la porte était maculé de vilaines taches. Bientôt il fut coincé. Et tout seul, il n'aurait plus pu bouger. Les petites pattes de l'autre côté étaient suspendues en l'air toutes tremblantes. De ce côté-ci, elles étaient douloureusement écrasées sur le sol. C'est alors que son père lui administra par derrière un coup violent et véritablement libérateur, qui le fit voler jusqu'au milieu de sa chambre, saignant abondamment. Ensuite, la porte fut encore claquée d'un coup de canne. Puis, ce fut enfin le silence.